Hé gamin, Quoi? tu aimes le contenu du Lennon? Ouais, ça va, ouais. Eh bien dans le doute, sois sympa et clique sur le pouce bleu. Abonne-toi aussi et appuie sur la cloche. Ça aide le Lennon et ça l'empêche de devoir se prostituer. Ah bon? Ah bah si ça peut aider pour ce que ça me coûte, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et si jamais tu te sens sociable, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Voilà, parfait. Oh là là. Il était une fois un oiseau. Cet oiseau était un oiseau particulier, car en effet, il avait un rêve. Depuis qu'il était tout petit, il disait « Cui-cui, cui-cui, je n'ai qu'un rêve car je peux voler dans les cieux, mais peu me chaud de voler dans les cieux. Moi, ce que je veux, c'est aller sous l'eau pour explorer les fonds marins, une frontière inégalée pour un oiseau. » Mais c'est hélas impossible, car il ne peut pas respirer sous l'eau. Du coup, il décide d'aller voir un sorcier qui habite dans une tour. Le puissant sorcier était l'ami de l'oiseau, car il aimait bien venir lui parler au printemps avant d'émigrer au sud pour l'hiver. L'oiseau s'envola et se dirigea ainsi vers la tour. Cependant, il remarqua quelque chose d'étrange. D'autres hommes, avec de grandes machines en bois, entouraient la tour et assiégeaient le sorcier. C'était une véritable petite armée contre laquelle le sorcier se défendait avec moult sortilèges et runes de protection. Ce que faisait le sorcier, c'est qu'il envoyait sur les hommes plein de rats crevés pour les rendre malades en fait. Ça tombait dans la rivière à côté et du coup ça contaminait l'eau complètement en fait. Et du coup, les hommes qui faisaient le siège sur la tour ne pouvaient plus boire cette eau-là. De plus, le puissant sorcier ne se contentait pas de pitres tours de magie. Il invoqua ses bras puissants et des nuages sombres et menaçants se massèrent autour de l'armée. La foudre commença à tomber. La peste et la foudre mirent les hommes en fuite, qui étaient en déroute totale devant l'oiseau. Mais notre petit oiseau, sous la foudre, dit à son ami le sorcier « Arrête, arrête! Fais pas le con, Polo, Tu vas me putain! tuer! Polo, Tu vas me oui, tuer! Mayday, Mayday! » Et là, hélas, le sorcier, bien trop tard, s'est rendu compte que il avait oublié que le petit oiseau devait venir aujourd'hui. Ah oui! Et là, il est dans la méga merde, le petit oiseau. C'est ça. Il est dans des trompes d'eau, il est dans des éclairs, c'est une catastrophe. Fort heureusement, la tempête passa vite, car les hommes s'enfuirent sans même emporter leurs engins de siège. « Une attaque habituelle !» dit le sorcier à l'oiseau. « Viens, mon petit ami, viens, je t'accueille dans mon antre, et désolé pour cette petite interruption. » Donc là, le petit oiseau, il est sur le bord de la fenêtre, trempé, Oui. vexé. Et du coup, l'oiseau excuse quand même. Il lui dit « Moi, mon cher ami, mon rêve, c'est d'aller dans l'eau. Mais j'ai peur d'être un peu seul dans l'eau, si j'arrive à aller dans l'eau. Est-ce que je pourrais au moins me faire des amis? Est-ce que je pourrais faire des rencontres dans l'eau, etc. » Viens, petit oiseau, viens te réchauffer près du feu de ma cuisine, et nous pourrons discuter. Et l'oiseau et le sorcier, qui étaient grands amis, discutèrent. « Je veux devenir un poisson. »« Ce n'est pas une bonne idée, lui répondit le sorcier. Tu finirais par te noyer, mais je peux te proposer un marché. Je vais pas faire de toi un poisson, mais un héron. » Et c'est ainsi que grâce à moult sortilèges et le sacrifice de 3 vierges, qui était la raison pour laquelle l'armée assiégèrent la tour, le petit moineau fut transformé en majestueux héron. Il put ainsi passer la moitié de son temps sous l'eau, à pêcher des poissons et à explorer les fonds marins, et remonter à la surface pour partir au sud durant l'hiver. Quelle est la Ah oui, morale? la morale de ton histoire, écoute ton médecin. Si le médecin il te dit « c'est pas une bonne idée », il est temps de peut-être trouver un prospect stable. Il était une fois un poisson dont le rêve était de voler. Mais pour voler, il faut que je parle aux créatures de la surface, pensait le poisson. Comment faire pour sortir sans m'étouffer? C'est alors qu'au fond de l'eau, il trouva une petite bouteille, assez petite pour ne pas être aperçu par de gros prédateurs, mais suffisamment grande pour qu'il puisse s'y faufiler et la déplacer de l'intérieur. Il se glissa dedans, la poussa du bout de son museau et fit rouler la bouteille jusqu'à la berge. Et fut porté sur la plage, la bouteille pleine d'eau et le petit poisson espérant qu'un passant passerait ou un enfant passerait en ramassant des coquillages. Donc c'est stylé, c'est très Disney. Tout à fait, c'est Nemo. Ouais, avec le petit sachet, Oui, avec le petit sachet en plastique. horrible. Mais elle est arrêtée sur le sable. Mais sauf que là, il faut vraiment qu'il se dit, il faut absolument que je ne bouge plus. Parce que le moindre mouvement, l'eau se vide petit à petit en fait de la bouteille. Il est dans un sentiment d'urgence. Là, t'as un vieux monsieur qui débarque et qui voit justement, qui est habillé un peu avec plein d'habits troués, en guenille, et qui voit ce poisson dans cette bouteille. Et il se dit, mais comment vas-tu mon ami? Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais attends, je te ramène dans ma maisonnette. Il habite dans une maisonnette à côté de la plage. Il a pris la bouteille et il la pose sur la table chez lui. De là, le petit poisson osa parler au vieux monsieur. « Vieux monsieur, apprenez-moi à voler. » Et le vieux monsieur était là. Mais tu es un poisson, et tu es dans une bouteille, et je ne sais pas voler.
Mais je peux peut-être trouver quelqu'un qui sait, dit le vieux monsieur. Il se rendit à la taverne et alla adresser la parole à une pirate notoire qui avait habitude d'utiliser ce trou d'eau comme un repère. Elle n'était pas très méchante comme pirate. Elle faisait une petite piraterie mais laissait généralement les gens du coin relativement tranquilles, ce qui fait qu'elle pouvait se reposer tranquillement et personne ne la dénonçait. « Ce petit poisson veut voler !» lui dit le vieux monsieur. Elle éclata de rire. Mais il est complètement fou ce poisson. Des poissons qui volent, j'en ai déjà vu plein et à chaque fois ça se termine mal. À chaque fois ça se termine mal, c'est absolument terrible. En fait, elle doit quelque chose au vieux monsieur, en fait. Elle lui doit un service pour une vieille histoire passée. Ils ont pas spécialement envie d'en parler, mais tu sens qu'elle lui doit quelque chose. Elle dit, j'ai peut-être une idée pour te faire voler quelques instants, en tout cas, mon ami poisson. Et le poisson, il commence à battre des nageoires comme il peut, et il fait, ah oui, s'il vous plaît. Du coup, elle prend la bouteille, ils marchent pendant des heures, et ils arrivent devant... Attends, et ils marchèrent pendant des heures et des heures. Et le petit poisson, tous les 100 pas, demandait, quand est-ce que je pourrai voler? Pas encore, petit poisson, lui répondit la pirate. Quand est-ce que je pourrai voler? Pas encore, petit poisson, bientôt, lui répondit inlassablement la pirate, qui ne semblait pas s'exténuer ou se lasser de répondre au petit poisson joyeux. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une tour de sorcier qui était assiégée. Encore? En fait, c'est un lien. En fait, est-ce que c'est la même tour? C'est la même. C'est la même? C'est la même tour. Et là, elle dit, petit poisson, tu vas enfin voler. Et elle place la bouteille dans une catapulte. Alors qu'elle donnait la bouteille à un garde en le soudoyant légèrement et en lui disant « Envoyez ça avec le prochain boulet », le garde, lui, prit le petit poisson. « Monsieur, je vais enfin pouvoir voler !» Le garde comprit tout de suite la situation. Fit le garde, qui plaça le petit poisson dans le sas de la catapulte néanmoins. Il le fait quand même. Mais juste avant, alors que son officier supérieur lui disait « Tirez pour le roi et ses filles !» il se hâta d'ôter son propre bouclier, de l'attacher à la bouteille avec un cordon de fortune et de se dire « Écoute, je ne sais pas si tu pourras voler, petit poisson. Et la guerre est vraiment trop horrible pour nous les hommes. Un peu de rêve ne fera pas de mal. Avec ça, tu pourras planer. J'espère que tu atterriras dans un endroit qui ne brisera pas ta bouteille. Bonne chance !» Il dirigea la catapulte de manière à éviter la tour volontairement et lança le poisson en l'air. Le poisson se retrouva... La bouteille du poisson attachée au bouclier s'envola. À des dizaines de mètres au-dessus du sol. Le poisson, on ne croyait pas ses yeux. Il faisait blou 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 dans sa bouteille. Et enfin, alors que le vent sifflait dans les oreilles du poisson et à travers la bouteille, le poisson voyait le décor du ciel. Le champ de bataille, les cadavres, la tour, la forêt et même la mer. « Je vole! Enfin !» se dit le petit poisson. Sauf qu'il ne volait pas vraiment en fait, bien sûr. Il ne faisait que planer très légèrement sur une courte distance, car le sol se rapprochait de plus en plus vite de notre ami poisson. Et avec la vitesse et le poids du bouclier, le sol se rapprochait à une telle vitesse qu'il le percuta tellement vite qu'il se retrouva partiellement enterré dans le sol. Par chance inouïe, le bouclier du jeune soldat était très fort et amortit la chute du petit poisson. Sa bouteille se fendit, mais ne se perça pas. Il dit « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! C'est la merde! Au secours! Je ne peux plus bouger! J'ai fait des choix que je ne peux plus assumer! » Peut-être son sauveur, il vit un héron arriver, qui avait décollé depuis pas si longtemps, depuis la fenêtre de la tour. Au secours, monsieur le héron! Sauvez-moi! Sauvez-moi! Hélas, le héron avait très faim. Et il venait tout juste, apparemment, de devenir un héron. Le héron entendit le petit poisson. Un poisson dans une bouteille? Ce n'est pas la chose la plus étrange qui m'est arrivée aujourd'hui, pensa-t-il en s'habituant encore à son corps, ses ailes et à son nouveau bec. Mais soit, je vais descendre voir si je peux l'aider. Il fit quelques tours dans le ciel, descendit de ses grandes pattes, atterrit de manière un peu hasardeuse et s'approcha du petit poisson. « Aidez-moi, monsieur héron, je ne veux plus voler !» lui dit le petit poisson. Le héron se dit « Écoute, je vais à mon nouvel endroit de pêche. Si tu m'accompagnes, je pourrai t'y déposer. Fais juste en sorte de ne pas rester là très longtemps. » « Promis, promis, monsieur héron. Je veux juste retourner à la mer. J'ai vu le ciel, mais c'était bien trop grand pour moi. Je préfère l'océan. » Et c'est ainsi que le héron prit la petite bouteille fendillée dans son bec, batta de ses puissantes ailes, vola au-dessus de la mer et laissa la bouteille replonger dans les fonds marins. Morale, ne faites pas confiance aux gens qui vous promettent ce que vous désirez pour rien. Il était une fois un monstre terrible
qui n'avait de cesse que de rechercher toutes les femmes enceintes du royaume et de se nourrir de leurs bébés alors qu'ils chérissaient encore dans leur ventre et de leur arracher de leurs entrailles encore chaudes. Mais quand le monstre arrivait à attraper une femme enceinte, il la traîna toujours dans sa grotte pour la déchiqueter et lui ouvrir le ventre, non pas comme une césarienne, un peu plus horrible. Mais il prenait grand soin de laisser la femme vivante pendant l'opération et ses cris se réverbéraient dans tout le royaume, portés par le vent et résonnant sur les montagnes. Son plus gros objectif, la salle du trône, où un grand nombre de femmes protégées par le roi, que le roi mettait enceinte. Non, même pas. C'est un jour, une grande annonce retentissa dans la salle du trône. Et il fut annoncé: au nom du roi, la reine est enceinte, l'héritier est en route. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Une grande quête sacrée est lancée. 10 000 pièces d'or et la main de l'enfant potentiel, si le sexe est correspondant, pour l'accomplissement de cette quête sacrée. Vaincre le monstre qui dévore les enfants. En gros, ils ont créé une potion qui va transformer n'importe quel homme ou chevalier en femme enceinte pour attirer le monstre vers lui, pour ensuite pouvoir l'oxyre. Plus qu'une potion pour la transformer, c'est une potion d'illusion. Le mage illusionniste et un peu sorcier du royaume, conseiller de la reine et fidèle ami du roi, dit: cette potion donnera l'apparence à quiconque la boira qu'il ressemble à une belle femme enceinte. Le monstre ne pourra pas résister et votre champion ou votre championne pourra ainsi frapper. Le premier défenseur du château s'est porté volontaire, donc ils ont trouvé leur héros. Mais où allons-nous trouver ce héros? Dit le roi. Moi, monseigneur, dit un jeune chevalier, à peine écuyer, à peine froqué, du haut d'à peine ses 15 ans. Je trouverai le monstre et je l'oxyrai. Il a mangé ma sœur, et cela, je ne pourrai jamais le pardonner. Il fut harnaché de la meilleure armure que le royaume put lui offrir, de la fameuse potion magique, d'un bouclier solide à l'épreuve des flammes, au cas où, et d'une magnifique lance enchantée qui lui permettait de percer tout ce qu'il désirait. Pendant ce temps, alors que tous les gens dans le palais s'égosillaient à trouver et à acclamer le héros qui deviendrait bientôt la femme enceinte qui oxyrait ce monstre terrible, mangeur d'enfants, le monstre, dans sa caverne, Il rêvait, tout simplement. dormait paisiblement et rêvait à la prochaine pouliche juteuse qu'il pourrait éventrer afin de se nourrir du fruit de ses entrailles. Au petit matin, le monstre se réveilla. Il avait une petite faim. Il se leva, sorta de la grotte et tomba nez à nez avec une femme enceinte. Et il a été heureux parce Le qu'il s'est dit monstre- que son petit déjeuner était servi. Voilà, le monstre était très heureux de ce dénouement. Eh mais, elle se livre toute seule maintenant. Bah, ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Approche, maraude. Tu n'auras pas été mon dîner, mais tu seras mon petit déjeuner, dit-il en sortant des griffes aussi acérées que des rasoirs. Approche, petite. Approche que je puisse te dévorer. Non. Répondit la femme enceinte, qui soudainement, dans un éclat puissamment magique, brilla de toutes ses forces et révéla un jeune chevalier qui s'élança à toute vitesse, armure, bouclier et lance tendue en avant, et perça la bedaine du monstre et son cœur directement. Car son cœur se retrouvait dans son estomac et n'était que l'agglomération et l'amalgame des cœurs de tous les bébés qu'il avait mangés jusque-là. Ouah, fit le monstre qui, soudainement, prit feu. Nimbé dans les flammes, il hurla et hurla de tous les cris de ses victimes. Des millions de cris de bébés qui s'élevaient dans les airs et réverbéraient dans la caverne. Le chevalier, sonné, l'écuyer, tomba à genoux, submergé par le son, la surcharge sensorielle de tous ses sens. Il s'évanouit presque. Et enfin, le monstre explosa dans un amas de lumière, de chair, de rage, de terreur et de hurlements. Au milieu du calme de la tempête qui était survenue, une petite fée gisait au milieu du cadavre du monstre. Cette fée avait eu le cœur brisé, et alors que son cœur était vide, elle avait commencé à en chercher d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, et ne s'était jamais arrêtée. L'écuyer se releva, retrouva le roi, et lorsque la reine mit au monde un fils, il renonça au mariage potentiel, ria et accepta sa place de prince chevalier auprès de son seigneur. Magnifique. C'est
Bon. Incroyable. Et du coup, voilà. Et le fait que ce soit une petite fée qui avait eu le cœur brisé et qui, du coup, a cherché à. Ah, j'aurais pensé que c'était une fée qui avait eu mais elle a perdu son enfant. Et du coup, elle Oh ouais. Et par désarroi, elle voulait voler le cœur des autres enfants. Et elle a Voilà. grossi Et et est devenue un oui, monstre oui. terrible. Oh, c'est terrible, c'est génial. J'adore. Le dernier plot twist, ça ouvre tout. J'adore. Qu'est-ce que serait la morale? Je l'ai. Ne deviens pas le monstre de ta souffrance. Il était une fois une malédiction terrible qui faisait plonger dans le sommeil les gens qui en étaient affublés et leur faisait vivre en boucle leur plus terrible cauchemar. Ce récit commence, suite à cet événement, dans un navire en pleine mer, où cette malédiction s'était abattue sur l'équipage. Cette malédiction était hautement contagieuse. Quiconque entrait en contact avec quelqu'un ensommeillé plongeait lui aussi dans un sommeil terrible et encauchemardé. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire. Ils restaient juste scellés, prisonniers de leur propre esprit. Le capitaine était terriblement inquiet. Nous avons déjà 5 cas à bord, mon capitaine, et nous nous dirigeons vers un pays étranger qui n'est pas encore infecté. Que devrions-nous faire? Devrions-nous peut-être, par exemple, nous arrêter pour essayer d'arrêter ce fléau et lâcher les corps endormis sur une île et les rendre tels des naufragés, tout naufragés, seuls très bien. endormis? Allons-nous abandonner des cas perdus d'avance pour sauver le reste de l'équipage? Parmi l'équipage se trouvait un marin qui était extrêmement âgé, 96 ans, et il n'avait pas mis pied à terre depuis au moins 50. Ce genre de malédiction a un moyen d'être brisé. Il y a toujours un moyen de briser les malédictions, répétait ce vieux bougre en bougonnant dans sa barbe. Ce navire qui était au départ marchand et il y avait toute forme de vie à travers dessus, il s'y trouvait aussi un héros. Il entendit ces paroles et se dit « Ok, j'ai entendu déjà qu'on allait peut-être vouloir nous abandonner sur une île, nous laisser mourir endormis, noyés à travers les marées montantes. Je vais annoncer à tout le monde que nous n'allons pas nous laisser faire et qu'il y a une solution et qu'il ne faut pas se laisser embrigader par le capitaine. » Le héros refusait de se laisser naufrager ou de se laisser encalminer sur une mer sans vent et sans âme, porté dans un cercueil à ciel ouvert qui ne hantait que la mort et les cauchemars. De plus, il avait un intérêt tout personnel. Sa propre dulcinée était tombée sous le joug de la malédiction et, fou d'amour... Bah, en vrai, je vais la mettre dessus quand même. C'est une bien-aimée. Une bien-aimée, c'est stylé! voilà. Et fou d'amour, il se dit... Oh, il y a peut-être un moyen de sauver tout ceci. Peut-être qu'un gage d'amour réel, véritable, déposé sur ses lèvres, pourrait sortir ma bien-aimée de son terrible cauchemar. Son équipage commençait à réagir à tout ceci. Il commençait à se dire je vais perdre beaucoup de moussaillons, il faut faire une action rapide. Moi je suis pour la perte humaine, pour en sauver plus. Je suis pour le massacre. Il décida de montrer du doigt un membre de l'équipage endormi dans un coin qui avait été mis en quarantaine dans la cale, en disant qui se noie, lui. Moi je dis, on les prend avec des rames, on les pousse par-dessus bord et on les laisse plonger et dormir au fond de l'océan avec des poissons et des navires morts, là où siègent les espoirs des hommes et leur vie éternelle. Et alors qu'il s'élançait vers sa dulcinée, tentant d'être arrêté par les membres de l'équipage, qui le hâtaient de lui dire « Non, ne fais pas ça, ne la touche pas, ou toi aussi tu seras jeté par-dessus bord !» Il plongea et déposa un délicat baiser sur ses lèvres. Libre de son cauchemar, la dulcinée ouvra les yeux. Elle fut réveillée. Mais malheureusement, son héros, son doux héros, lui, était écroulé dans ses rêves les plus noirs. Yes! Vraiment là, c'est qu'importe les cataclysmes, qu'importe les catastrophes, qu'importe la sûreté, rien ne peut arrêter l'impulsivité de l'amour. Il était une fois un écuyer au passé très particulier. C'était avant un riche marchand extrêmement puissant. Tout le monde l'admirait, tout le monde le regardait. Les gens se disaient mais qui est ce riche? Qui est cette puissance? Qui est cette magnifique personne? Et au fur et à mesure des années, il est devenu complètement ruiné et la seule chose qu'il a pu faire, c'est être écuyer. Et cet écuyer se disait « Mon Dieu, que mon manoir me manque, que mes serviteurs me manquent, que mes richesses me manquent. Je suis ici, coincé sur ce champ de bataille, à ramasser les bottes des chevaliers morts, leurs épées et leurs armures pour les jeter dans cette charrette. Quelle vie je mène !» Son seul réconfort à travers toute cette misère, c'était
le soir, de regarder le ciel, de regarder des étoiles qui s'étendaient de manière infinie sous ses yeux, avec son vieux cheval qui commençait à rouler sa bosse. Et au travers les étoiles, il se racontait des histoires, il pensait à ses êtres aimés, perdus. Chaque constellation était un visage, Voilà. chaque nébuleuse une histoire, et chaque galaxie une épopée. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a été riche un jour et qu'on a ensuite été pauvre, il y a toujours un élément perturbateur et un truc qui a fait c'est vrai. qu'on est passé du sommet Du sommet au plus profond de ténèbres et Et le abysses. problème, c'est que cet écuyer, il a des dettes. Et qui est la personne qui fait peur lorsque tu as des dettes? C'est quelqu'un qui est plus puissant que toi. Quelqu'un qui, lorsque tu regardes le ciel, tu ne vois pas les étoiles. Tu vois la tête de ce géant. Et ce géant, ça fait des années. On l'appelle le géant sombre aussi. Le géant sombre qui se voyait dans les étoiles. Toute sa richesse venait du géant sombre et d'un ancien pacte qu'il avait fait avec lui autrefois et qui lui avait octroyé un trésor monumental. Trésor qu'il avait fait fructifier pour atteindre les sommets de la noblesse. Mais un jour, il avait brisé sa promesse et le géant sombre lui avait tout repris. Il lui avait donc volé toutes ses richesses. Il l'avait emprisonné. Il lui avait enlevé ses souvenirs, ses pensées. Il lui avait enlevé tout ce qui lui faisait son humanité. Ses souvenirs, ses pensées, son humanité et surtout sa dignité. Mais le souci, c'est que cet écuyer a quelque chose dans sa besace qu'il a volé au géant sombre. C'est l'anneau. Est-ce que cette version marche mieux? De toute sa séquestration, de toutes ses tortures, de ses pactes brisés, ses rites rompus et ses fortunes perdues et ses strates sociales dégringolées, l'écuyer, lorsqu'il était libéré, n'avait gardé qu'un seul objet de son ancienne et immense fortune. Un simple anneau de cuivre qu'il portait à l'auriculaire gauche. Ça marche? Exactement. Voilà, c'est mieux. Cet anneau était le premier cadeau qu'il avait reçu de son immense fortune magique octroyée par la sorcellerie du géant. Il lui avait été donné par sa belle-sœur en cadeau d'anniversaire et il le considérait presque comme un porte-bonheur. Un porte-bonheur maudit, pensait-il. Il n'est le reste que de mon malheur. Et c'est à ce jour que ce pauvre écuyer, sur ses champs de bataille, était en train d'aller chercher de l'eau dans un puits. Et à ce moment-là, cet écuyer qui avait perdu tant de poids, qui n'avait que la peau sur les os suite à tous ses malheurs, son anneau était trop grand pour sa main et cet anneau glissa dans un puits. Oh, stylé! Alors qu'il se penchait au-dessus d'un puits pour se rafraîchir, son anneau glissa. De son Ses doigts doigt trop frêles squelettique. et trop émaciés, ne pouvant retenir l'anneau doré, qui dégringola dans un clinquement et disparut dans les ténèbres. Donc ce Pur. qu'il va faire, c'est qu'il va se battre contre ce puits, il va descendre en rappel. Il se bat pas contre le puits, il se bat contre le destin, pestant contre les étoiles qu'il adulait quelques secondes auparavant. Il se dit impossible, je refuse de perdre la dernière chose qui me lie à ce que j'étais. Enroulant la corde autour de sa cheville et descendant fièrement le seau au fond du puits, il tenta de rejoindre son anneau perdu dans les eaux boueuses et marécageuses des ténèbres. Par chance, alors qu'il tomba au fond du puits, la lune s'éclaira de derrière les nuages. Elle était pile poil latéralement posée au-dessus du puits, à la perpendiculaire parfaite. Et de ses rayons, elle éclaira légèrement un petit éclat étincelant, car au milieu d'un petit îlot de boue, là où tombait le seau qui ne récupérait plus d'eau depuis le temps, il retrouva l'éclat de l'anneau. Au moment où ses empreintes digitales touchèrent cet anneau qu'il avait cru perdu, pour lequel il s'était battu, il comprit à cet instant que rien n'était perdu et qu'il allait pouvoir reconstruire sa vie pierre par pierre, instant par instant, qu'il pourrait en avoir même un château tellement sa force personnelle était forte et qu'il aurait son château entouré de douves. T'aurais pu simplifier, mais oui. Mais moi, dans l'idée, c'était retrouvant cet anneau, il retrouva ainsi une lueur d'espoir. Oui, c'était ça, Il se dit, ce qui est perdu peut être retrouvé. Si je retrouve cet anneau, je pourrai regagner ma fortune. Si je retrouve ma fortune, je pourrai regagner mon statut. Si je regagne mon statut, je pourrai regagner mon château, avec mes cuisines, ma tour, mes douves, mon pont-levis, ma salle du trône. Et si je regagne tout ceci, peut-être pourrais-je retrouver ma belle-sœur bien-aimée qui m'a donné cet anneau. Donc en fait, c'est un écuyer qui a tout perdu, qui est sur un champ de bataille à racler le sol, si tu veux, et il a fait une promesse à un géant qui lui a donné un sortilège qui lui permet de gagner du pognon. Il a gagné plein de pognon. Il a brisé sa promesse d'une manière ou d'une autre, s'est fait emprisonner. Il n'a gardé que cet anneau de cuivre qui lui avait été offert par sa belle-sœur, car la magie fait qu'on lui donnait des trucs, si tu veux. Il a perdu cet anneau alors qu'il repensait à son passé. Il a fait quand même un dernier geste désespéré pour retrouver son premier saut à la magnifique saut et il s'est dit, si je peux retrouver quelque chose qui a été perdu, alors je peux retrouver tout le reste. Et il regagne espoir et à la fin il couche avec sa belle-sœur. Du coup,
Tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Mais la première chose à retrouver parmi ce qui est perdu, c'est l'espoir.